Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous les jeunes à la maison pour vous aider, vous éclairer dans votre démarche de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue avec vous. Comme vous le savez, les jeunes à la maison, cette semaine, c'est la semaine thématique du sport. Donc, on va recevoir tout au long de la semaine des mentors passionnés qui vont nous expliquer plus en détail leur quotidien. Et puis, sans plus attendre, que je vous présente notre premier mentor pour cette semaine. Donc, on reçoit M. Stéphane Bilodeau, qui est professeur en éducation physique. Bonjour, M. Bilodeau. Bonjour. Et tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation parce que prof d'éduc, si on peut le dire comme ça, c'est très populaire auprès des jeunes qui s'inscrivent à chaque année à Jeunes Explo. Donc, je suis certaine qu'on va avoir beaucoup de curieuses là, qui vont nous écouter aujourd'hui. Ben, j'espère, c'est bon. Avant de commencer l'entrevue, pouvez-vous nous expliquer rapidement pourquoi c'est important pour vous de parler à la jeunesse? Pourquoi vous voulez partager ainsi votre passion? D'abord, j'adore travailler avec les jeunes. De montrer ma passion que j'ai pour mon métier à moi, c'est une chose qui est importante pour moi, puis je pense que ça en vaut la peine, puis c'est un besoin, je pense, pour les élèves de savoir et de connaître les différents métiers qui existent dans le monde parce que on arrive trop rapidement vers ça, puis vers ce choix-là qui est difficile. Fait que de pouvoir avoir des exemples comme ça, je pense que ça peut vraiment aider dans nos choix futurs. Bien, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui parce que sans des mentors passionnés comme vous, on ne pourrait pas offrir ce service-là à nos jeunes. Je tiens à mentionner à notre auditoire, justement, si jamais vous avez des questions spécifiques pour M. Bilodeau aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo, puis on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, M. Bilodeau, alors vous êtes enseignant en éducation physique. Pouvez-vous nous expliquer, en fait, où est-ce que vous exercez votre belle profession, dans quel environnement de travail? Bien, d'abord, je suis dans une école primaire. Je suis professeur d'éducation physique et à la santé, bien sûr. Donc, je suis dans une école primaire à Saint-Léonard. J'enseigne à des élèves de maternelle à la 6e année. J'ai 2 gymnases, deux dépôts avec énormément de matériel dans une nouvelle école. Donc, voilà. Excellent. Donc, professeur d'éducation physique au primaire, à quoi ça ressemble concrètement une journée dans votre quotidien comme enseignant? Ben, la journée, elle débute pas la journée même. La journée débute bien avant parce que dès le début de l'année, je dois planifier une année complète d'enseignement pour tous les niveaux, de la maternelle à la 6e année. Dans le fond, ce qu'on planifie, c'est des séquences de 6 à 7 cours pour différents sports ou différentes activités sportives. Donc, c'est une grosse préparation qu'il y a à faire avant la journée même. Quand on arrive à la journée même, bien sûr, il faut arriver tôt parce qu'on a du matériel, beaucoup de matériel souvent à placer, à installer pour recevoir tous les élèves. Puis, bien sûr, après ça, la routine arrive là où on prend les présences, consignes, préparation de l'activité en tant que telle. Et en temps de pandémie, désinfection à chacun des cours de tout le matériel, de tout ce qui a été touché. Puis souvent, dans les journées, il n'y a jamais le même niveau avec lequel on travaille. Donc, je peux travailler avec des élèves de première année, de maternelle, de 6e année. Donc, il y a beaucoup de changements de matériel aussi qui se fait durant la journée. Donc, c'est pas mal de cette façon-là que se déroulent nos journées, mais la préparation se fait vraiment avant. Puis si justement on essaie de comprendre cet aspect-là de préparation, vous diriez que ça l'occupe quel pourcentage dans votre quotidien d'enseignant? Dans la préparation des cours, Mm-hmm. je dirais que souvent, c'est dans les journées pédagogiques qu'on va travailler ça ou durant l'été. Donc, ça occupe quand même un bon 25 à 30 de mon travail. Ça se fait durant toute l'année aussi parce que souvent, on n'est pas rendu, disons, les élèves sont pas rendus à la même place, donc on a à s'ajuster par rapport aux activités qu'on va faire là, selon les forces et faiblesses de chacun
des groupes et des élèves. Tout à fait, c'est bien de le préciser parce qu'on pourrait avoir le présupposé justement de dire que en éducation physique, on décide un peu du sport qu'on va explorer avec les jeunes la journée même. Et là, selon ce que vous me dites, c'est qu'il y a vraiment une bonne préparation qui est faite bien avant que les élèves soient au gymnase et pratiquent le sport. Tout à fait. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a un programme de formation qui existe autant comme titulaire de classe que comme professeur d'éducation physique. Donc, on doit toucher à différents moyens d'action qu'on appelle pour pouvoir explorer toutes les possibilités, que ça aille de la jonglerie à la gymnastique, CrossFit, basketball, etc. Donc, c'est pas juste moi qui va décider de ce que je fais, mais je vais devoir utiliser le programme de formation du ministère de l'Éducation pour pouvoir préparer mon année complète et faire en sorte de réussir à toucher tout ce que je dois toucher durant l'année. On dit souvent que les enseignants, les enseignantes peuvent faire preuve justement de créativité pour monter les cours, pour mobiliser leurs élèves. Est-ce que c'est votre même réalité, vous, comme étant prof d'éduc? Ben oui, exact. Créer, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai créé une situation d'apprentissage, en fait, une activité qu'on appelle le Quidditch que Harry Potter joue. Fait que j'ai monté une activité complète sur ce beau sport-là que je trouve super intéressant puis que j'ai présenté à tous mes collègues d'éducation physique que la plupart utilisent aussi un peu maintenant. Mais dans le fond, l'activité en tant que telle, c'est quelque chose, mais ce qu'on doit leur faire apprendre, ben, peut se faire apprendre soit dans un sport ou dans un autre. Donc, on a quand même un choix qu'on peut faire personnel pour les sports qu'on choisit, en autant qu'on réussisse à leur faire apprendre les mêmes choses. Donc, si on parle de stratégie, mettons, offensive, ben, ça peut se faire dans différents sports. Je ne suis pas obligé d'être dans un sport spécifique. Puis justement, vous mentionnez qu'on souhaite faire apprendre aux jeunes certaines compétences, des habiletés, un savoir-être aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner comme ça des exemples de compétences que vous souhaitez faire développer à vos jeunes par l'entremise du sport? Parce qu'il y a quand même toute une science derrière puis des objectifs à atteindre. Ben, on parle beaucoup, mettons, au début du primaire, on va parler beaucoup d'équilibre, de déplacement. On va parler aussi beaucoup d'agilité. On va parler, après ça, plus on va avancer dans les cycles, plus on va aller vers le sport, vers les stratégies d'équipe, autant offensif, défensif, travailler sur des plans de match et tout ça. Donc, on va travailler autant dans l'agir, donc l'agir étant lui-même avec soit des objets ou sans objets, donc en équilibre, exemple, sur une poutre. Mais on peut y aller aussi dans l'interagir où justement on va travailler plus au niveau des sports, au niveau des sports de combat, de l'opposition, de la coopération, etc. Ça doit être extrêmement aussi intéressant de voir développer comme ça une passion peut-être auprès d'un jeune qui fait l'exercice sportif pour la première fois, puis que finalement ça crée l'étincelle, puis par exemple le soccer ou le football, peu importe, ça doit être beau de voir ça, là, l'étincelle pour la passion. Ben, je pense que la plus belle récompense pour un professeur d'éducation physique, c'est justement de voir les yeux pétillants de ces élèves-là qui découvrent quelque chose, une passion ou quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, puis qui font « Ah, wow, c'est ça que je veux faire ». C'est vraiment une belle tape dans le dos. Wow, bien, merci de faire votre travail parce que c'est sûr que ça doit aider beaucoup de jeunes, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que vous seriez prêt à nous montrer un peu votre environnement de travail pour le gymnase et tout, là, qu'on puisse voir ça de façon concrète? Oui, exactement, parce que là, je suis présentement dans mon bureau, là, mais si je sors à l'extérieur, on va pouvoir voir un peu mon gymnase. Donc, j'ai ici, je vais juste tourner un peu. Donc, dans le fond, j'ai pas mal, c'est mon espace à moi, gymnase. On a différents matériels, des espaliers et tout ça. Puis, bien sûr, le summum, c'est toujours pour un professeur d'éducation physique, c'est toujours le matériel qu'on a. Certains professeurs d'éducation physique ont moins de chance que moi. Moi, de mon côté, j'ai énormément de matériel. J'ai un très gros entrepôt pour pouvoir loger tout mon matériel. Fait que c'est vraiment bien.
qu'il y a justement certains sports que vous êtes obligés, tous les professeurs d'éducation physique, à enseigner à vos jeunes? Est-ce qu'il y a des sports comme ça plus fréquemment explorés? Des sports que je serais comme obligé, que vous dites, à enseigner? Oui, y a-tu des sports comme ça? Oui. Il n'y a pas de sports qui sont obligés nécessairement, mais l'idée, en tout cas pour ma part, un bon professeur d'éducation physique doit toucher à tous les sports parce qu'arrivé au secondaire, justement, il y a beaucoup de sports qui existent, bien, surtout au primaire, là, je parle, mais quand il arrive au secondaire, ben, si on a mis les bases sur plusieurs sports ou plusieurs activités différentes, mais ça leur permet d'évoluer encore plus au secondaire plutôt que de partir à la base. Mais je dirais que gymnastique, cirque, c'est deux activités qui sont pour moi extrêmement importantes parce que ça leur permet de développer des habiletés que certains ne connaissent pas. Puis ça peut servir aussi dans les sports collectifs facilement au niveau de l'équilibre et tout ça, là. Tout à fait. Et si on parle de votre expérience plus personnelle, vous, votre expérience professionnelle sur le marché du travail, je pense que vous avez œuvré aussi auprès de différentes clientèles comme professeur d'éducation physique. Est-ce que vous voulez nous en parler davantage? Oui, tout à fait. Ben moi, j'ai travaillé avec parce qu'en éducation physique, justement, on voit différentes clientèles. Donc, j'ai travaillé présentement, je suis de maternelle à 6e année. L'an prochain, je vais avoir pour la première fois des maternelles 4 ans. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que ça, je connais pas ça. Sauf que j'ai travaillé pendant 5 ans avec des TSA, c'est troubles du spectre de l'autisme, qui est une clientèle particulière et où on enseigne de façon très différente, où on enseigne du 1 pour 1 plutôt que de groupe. J'ai travaillé avec des élèves qui avaient une difficulté au niveau du langage, une déficience légère. J'ai travaillé aussi avec des élèves en troubles de comportement. Donc, il y a différentes clients, de l'accueil aussi, bien sûr, des élèves qui ne savent pas parler en français. Donc, il y a différentes clientèles qu'on finit par toucher parce qu'il y en a dans plusieurs écoles maintenant. C'est important justement d'être en mesure de pouvoir s'adapter parce que s'adapter, c'est un mot très important en enseignement. Oui, c'est ça. Bien, selon votre discours, ça me faisait penser justement à cette qualité-là de savoir s'adapter puis être aussi résilient parce que, mettons, une certaine façon d'enseigner auprès d'un X groupe n'est pas nécessairement la meilleure auprès d'un autre groupe d'âge ou avec des capacités différentes. Bien, tout à fait aussi. Dans le langage aussi, c'est important. Je ne parlerai pas de la même façon quand j'enseigne avec des maternelles que si j'enseigne avec des élèves de 6e année. Il y a une énorme différence entre les deux dans les mots qu'on utilise, les mots qu'on choisit, dans la longueur des phrases qu'on utilise ou des consignes qu'on va donner à ces élèves-là. Là. C'est complètement différent. Tout à fait. Si on parle maintenant de la formation qui est associée à votre belle profession, qu'est-ce que ça prend pour devenir enseignant, enseignante en éducation physique? Ben, à la base, c'est important d'avoir son secondaire 5, donc de finir son secondaire. Ça, c'est ce qui est le plus important. Puis, arriver au cégep, de ce que je sais, c'est que sciences humaines est un bon choix. Quoique ça change pas grand-chose parce qu'au bout du compte, arriver à l'université, peu importe le choix qu'on a fait avant, c'est toujours possible quand même d'aller vers l'éducation physique. Puis après ça, ben, à l'université, c'est un bac de 4 ans. Dans ce bac-là, on a éventuellement à faire un choix si on veut s'en aller au niveau scolaire ou au niveau kinésiologie. Donc, il y a ça à faire aussi éventuellement quand on arrive à l'université. Et puis, si on choisit justement plus l'orientation éducation, une fois rendu au baccalauréat en éducation physique, vous avez dit c'est un bac de 4 ans. Est-ce que c'est très théorique ou il y a possibilité justement de mettre les pieds sur le marché du travail, puis de faire des stages possiblement, ou comment ça se présente là, pour les étudiants au baccalauréat? Ben dans le fond, l'avantage qu'ils ont maintenant, contrairement à ce que moi j'ai vécu, c'est que dès la première année à l'université, on peut déjà commencer à faire de la suppléance, donc on peut déjà mettre les pieds dans une école et ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Moi, dans mon cas, malheureusement, on n'avait pas le droit de le faire, mais je pense que quand on fait des camps de jour l'été dans nos villes respectives, ben
c'est quand même un beau pied à mettre pour pouvoir voir un peu c'est quoi l'animation. Quoique nous, c'est plus de l'apprentissage qu'on fait, mais au niveau d'animation, ça peut être quand même quelque chose d'intéressant parce que c'est des jeunes. Puis on travaille donc toujours avec ces jeunes-là. Fait que je pense que c'est important de savoir si on a intérêt pour ça. Donc, ça pourrait être une belle porte d'entrée, puis surtout une belle occasion de confirmer ta vocation déjà là, à la première année du baccalauréat, de savoir est-ce que je suis dans le bon domaine, est-ce que ça me correspond. Donc, ça peut être intéressant là, pour les jeunes qui s'apprêtent justement à faire leur choix. Puis sinon, selon vous, selon votre expérience plus personnelle, comment est-ce que vous avez su que c'était ça que vous vouliez faire dans la vie? Comment ça s'est présenté pour vous? Ben, moi, j'ai pas un parcours normal. Kanjo, je n'ai pas fait. Donc, j'ai jamais travaillé avec des élèves avant d'aller à l'université. Mais en fait, moi, j'ai fait une technique administrative au Cégep. Donc, j'ai pas fait de sciences humaines. Puis, j'ai commencé un bac en comptabilité parce que j'aime énormément les chiffres, les statistiques et tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de statistiques au niveau du sport. Puis, ensuite, ben, j'ai une de mes amies qui était au bac éducation physique qui m'en parlait tout le temps. Je trouvais ça super intéressant ce qu'elle vivait. Puis, dans le fond, les cours à l'université, on voit pratiquement une base de médecine. Donc, on va voir tout ce qui est cardiologie, tout ce qui est physiologie et tout ça. Donc, je trouvais ça quand même super intéressant. Puis, c'est pas juste du pratique qu'on a dans le bac, on a énormément aussi de théorique. Donc voilà, moi, c'est vraiment pour ça que c'est une de mes amies qui m'a fait découvrir et aimer ce métier-là. Puis on ressent justement encore votre passion, là. C'est vraiment intéressant de vous écouter. Mais vraiment, je trouve ça intéressant justement de spécifier que dans ce domaine-là, en éducation physique, il y a aussi le volet justement plus au niveau des sciences, au niveau de la biologie, la physiologie. Donc ça, c'est quand même assez important parce qu'effectivement, quand on travaille la mobilité des jeunes, faut être au courant là, justement de cet aspect-là plus bio. L'étude du mouvement est important aussi parce que on a parfois aussi des élèves qui ont d'autres difficultés, mettons, plus au niveau du corps. Là. Je peux avoir des élèves qui ont des paralysies au niveau des jambes. Fait que je dois trouver un moyen de leur faire travailler pareil l'éducation physique d'une façon différente. Fait que si je connais plus le corps, je vais pouvoir avoir plus de moyens de les aider. Totalement. Et puis, une autre question qui revient fréquemment, c'est au niveau des secteurs d'activité possibles. Une fois qu'on détient là, son diplôme comme enseignante en éducation physique, est-ce qu'on peut appliquer autant dans une école secondaire, primaire, collégiale? Ben justement, oui, c'est ça. C'est le primaire, le secondaire. Collégial aussi, je pense pas qu'il y ait de prérequis autres que le bac 4 ans. Au niveau universitaire, ça prend plus un DESS. Sinon, on peut aussi travailler comme entraîneur. Ça peut être aussi entraîneur dans une compagnie. Il y en a qui ont des gyms à l'intérieur de leur compagnie. Ça peut être ça. Donc, différentes façons de travailler le sport. Vraiment intéressant. Donc, selon nos intérêts, puis selon aussi la clientèle avec laquelle on souhaite travailler, c'est possible justement d'orienter son choix là, par rapport à ça. Si on préfère enseigner auprès des jeunes enfants, ben dans une école primaire, ça peut être vraiment intéressant. Si on préfère travailler auprès des adolescents ou bien comme entraîneur, comme vous dites, auprès des adultes, c'est aussi une perspective qui peut s'offrir aux futurs enseignants-enseignantes. Certaines universités, d'ailleurs, décident de modifier, mettons, les stages de façon à avantager le choix qu'on voudrait faire entre le primaire et le secondaire. Donc, les stages peuvent être plus longs selon les choix qu'on veut faire. Si on sait déjà qu'on veut aller au primaire, le dernier stage devrait être au primaire. Comme ça nous permet de pouvoir être dans le bain des gens partants. Fait que je pense qu'il y a des choix aussi comme ça pour certaines écoles qui ont le bac en éducation physique qu'on peut avoir comme choix, là.
Si on parle maintenant de la collaboration que vous avez avec vos collègues qui travaillent aussi dans l'école, est-ce que justement, il y a une forte collaboration avec les enseignants de classes plus régulières et le professeur d'éducation physique? Comment ça se passe, là, ce volet-là? Ben, je dirais d'abord qu'en éducation physique, de nos jours, travailler seul, ça n'existe plus. On travaille souvent, on appelle ça en team teaching, donc deux profs d'éducation physique avec deux groupes en même temps dans le même gymnase. Donc, c'est important de savoir être capable d'être à l'écoute puis d'être capable de travailler en équipe. Fait que ça, c'est une chose qui est importante. Puis, pour ce qui est des autres collègues, ben, je travaille avec une orthophoniste pour aider, mettons, les élèves qui ont plus de difficultés au niveau du langage. Je peux travailler avec les TES, donc les techniciens en éducation spécialisée pour les élèves qui ont plus de problèmes au niveau du comportement, avec les titulaires de classe, justement, pour certains élèves qui ont d'autres difficultés. On a à en parler régulièrement ou à monter des plans d'intervention pour des élèves qui auraient certaines difficultés puis qui auraient besoin d'un petit plus pour s'aider ou se faire aider. Donc, j'ai même un ergothérapeute qui vient régulièrement me voir pour un élève en particulier, plus particulièrement cette année, pour m'aider justement, moi, et pour l'aider lui à le comprendre et moi à l'aider d'une meilleure façon. Donc, il y a différents professionnels qu'on rencontre régulièrement durant l'année pour aider certains élèves qui ont plus de difficultés. Et dans un travail justement comme le vôtre, comme enseignant en éducation physique au primaire, ça doit être extrêmement aussi intéressant de voir évoluer les jeunes parce que vous dites que vous avez autant des classes maternelles que de sixième. Donc, parfois, vous êtes amené justement à voir la progression de l'élève. Vous le voyez, mais aussi vous êtes en collaboration avec les autres, votre équipe multidisciplinaire qui suivent aussi ce même élève-là. Exact. Ben, ce que j'aime beaucoup, moi, de mon côté, c'est qu'en éducation physique ou comme spécialiste au niveau primaire, parce que ça peut être art plastique, anglais ou quoi que ce soit, on a l'avantage de voir les élèves, moi, de mon côté, pendant 7 ans, donc de maternelle à 6e année. Donc, il y a une évolution incroyable que je peux voir entre la maternelle et la 6e année, surtout si on reste dans la même école. Là, j'ai resté 10 ans dans une autre école avant, donc j'ai pu voir beaucoup d'évolutions super intéressantes à vivre aussi. Et certains élèves me disent après, tu sais, moi, je n'aimais pas l'éducation physique, c'est pas le fun, mais tu sais, vous m'avez eu comme élève, vous m'avez motivé, j'adore ça, puis là, je voudrais devenir prof d'éduc. Wow, ça doit être vraiment valorisant de voir tout ça se produire sous ses yeux, là, vraiment. J'aimerais qu'on parle aussi d'un mythe souvent associé à la profession justement enseignante en éducation physique. Est-ce qu'il faut être bon dans tous les sports? La grande question. Ouais, la grande question. Moi, je pense qu'on devrait quand même être quelqu'un de généraliste, donc qui est capable de connaître tous les sports, mais est-ce qu'on est obligé d'être bon dans tous les sports? La réponse est non. Moi, en gymnastique, j'étais vraiment mais à force de le faire, parce que moi, je fais les exemples avec les élèves, on finit par développer quand même une certaine compétence. Donc, est-ce qu'on doit être bon dans tous les sports? La réponse est non. Il y a beaucoup d'écrits. Puis, dans le fond, si je suis pas capable de faire une chandelle, je peux demander à un élève de faire l'exemple, puis ça peut se faire quand même, quoi que je suis capable de le faire. Excellent. Ça peut être rassurant, là, justement, pour certains jeunes qui se questionnaient par rapport à leur choix professionnel, justement, parce qu'ils sont pas nécessairement bons dans tous les sports. De toute façon, on peut pas exceller dans toutes les branches sportives non plus. Il faut être réaliste à certains points. Exactement. Ouais. Si on parle maintenant des défis liés à votre profession, ça serait quoi, selon vous, les défis quotidiens auxquels vous devez faire face ou quel est votre avis par rapport à ça? OK. Les défis quotidiens, disons que aujourd'hui, c'est plus au niveau de la gestion des élèves. Peut-être un plus grand défi. Moi, je suis dans un milieu qui est quand même assez défavorisé. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui ont beaucoup de difficultés à se motiver à l'école. Fait que c'est probablement là qui est le plus grand défi, c'est de motiver les élèves pour le sport, plus particulièrement. Puis je pense que c'est probablement ça le plus gros défi, la motivation des élèves.
La motivation, autant c'est le défi, autant c'est l'aspect aussi qui est super valorisant au quotidien quand vous voyez justement la motivation qui s'éveille. Donc, dans les deux cas, la motivation est super centrale. Et souvent, la motivation est à long terme parce que parfois, un élève peut avoir vraiment beaucoup de difficultés au début, maternelle, première, deuxième. Puis, on voit une différence énorme entre les années, justement, pour cette motivation-là. Fait que c'est pas nécessairement, c'est pas du court terme. On peut pas le voir comme ça. Je pense que le long terme, c'est ce qu'il faut voir, là, parce que sinon, dans le fond, on vivrait si on y allait à court terme, ben on irait avec certains échecs, mais à long terme, moi, je vois énormément de succès. Pratiquement. Dans vos fonctions, on dit toujours que bon, il y a l'aspect vraiment éducatif pour l'éducation physique en tant que telle, mais il y a aussi le volet plus santé, bien manger, bien être sportif aussi là, pour la condition physique. Est-ce que ça occupe une grande place quand même dans votre préparation? Oui, tout à fait. J'ai 20% de ma tâche qui est attribuée à... Mais en fait, on a 3 compétences en éducation physique qu'on doit travailler. Il y a le agir où c'est l'enfant seul on va y aller avec jonglerie, exemple. Là. Donc, on travaille seul. Il y a l'interagir qui est justement le travail d'équipe ou le sport collectif et tout ça. Et il y a bien sûr adopter de saines habitudes de vie. Oui. Donc, ce 20% de tâches-là est important aussi. Donc, on va parler de nutrition, on va parler d'entraînement, on va parler des effets néfastes de certaines substances qu'on utilise, qu'on ne devrait pas utiliser. On va parler de différentes choses en lien avec justement les saines habitudes de vie. Totalement. Donc, il y a un volet éducatif, puis il y a un volet aussi prévention et faire la promotion des saines habitudes. Oui, exactement. Ce qui peut se faire en jeu aussi, c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, être créatif puis rendre ça accessible et motivant pour les jeunes, ça revient encore. Voilà. On a parlé tout au long de l'entrevue de certaines compétences, certaines qualités qui facilitent le travail d'un éducateur en conditionnement physique. On a parlé de la force d'être capable de bien s'adapter, la résilience aussi, la créativité. Est-ce qu'il y aurait d'autres qualités comme ça qui pourraient vous venir en tête quand vous pensez à votre quotidien? Je pense d'être en mesure de motiver ou de montrer l'intérêt et montrer l'intérêt qu'on a pour les activités. Moi, quand j'enseigne aussi avec humour. Donc, je pense que l'humour rend la chose plus intéressante aussi. Puis je dirais aussi qu'on a quand même un petit côté théâtral, surtout primaire. Au secondaire, peut-être moins, là, mais je pense qu'au primaire, le côté théâtral est très important. Les élèves adorent ça et justement sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus intéressés dans les consignes si on le fait de cette façon-là. Moi, je suis très humoristique et très théâtral. Ça doit rejoindre beaucoup de vos élèves, je suis certaine. Puis en terminant l'entrevue, parce que je vois que c'est déjà presque la fin, quels seraient vos meilleurs conseils à adresser aux jeunes filles et garçons qui aimeraient poursuivre leurs études pour devenir enseignantes en éducation physique? Je pense que d'avoir un intérêt pour tout type d'activité physique, je pense que c'est ce qui est le plus important parce que les élèves, c'est ce qu'ils ont besoin de connaître plein de choses, pas de s'orienter vers juste une activité plus spécifique, mais vraiment d'avoir un champ de compétences plus grand, plus large pour pouvoir justement être en mesure de montrer le plus de choses possibles, d'en apprendre le plus possible. Totalement. Donc, les jeunes, restez curieux. Puis, comme M. Bilodeau l'a mentionné un peu plus tôt dans l'entrevue, bien, n'hésitez pas là, déjà pour aller explorer le milieu de l'enseignement, aller peut-être porter vos CV là, dans des camps de jour pour justement déjà mettre le pied là, dans l'environnement, puis aussi explorer avec quel type de clientèle vous aimeriez travailler. Ça pourrait être des bons conseils. Là-dessus, c'est ce qui met fin à notre entrevue. Déjà, ça a passé très rapidement. Un énorme merci, M. Bilodeau, pour votre temps aujourd'hui et merci aux jeunes d'avoir pris les moyens concrets pour faciliter leur choix scolaire et vocationnel. Donc, encore une fois, un énorme merci. Et les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup.